Bonjour, je viens de passer un moment exceptionnel, agréable, une rencontre avec mes amis de cœur, mes amis esséniens, où nous partageons cette aventure depuis tant et tant d'années. Voilà, en tout cas, juste partager ce petit moment avec vous, ce petit moment que nous-mêmes avons vraiment aimé vivre et profiter avant que chacun reparte dans ses territoires. Merci, à bientôt. Nous sommes ici dans la communauté essénienne du Panama, que nous appelons le Jardin de la Lumière. C'est le nom de ce village essénien, qui est aussi bien sûr un centre initiatique, un centre de formation. Et je viens moi-même régulièrement m'y retrouver, m'y ressourcer et me former, parce que le chemin essénien, c'est un chemin de formation continue, comme on dirait dans le domaine professionnel. Et j'ai pris l'initiative, même si je sais que c'était déjà dans le souhait de mes amis, de nous rassembler. Alors nous sommes quatre, les quatre qui sommes sur YouTube. Vous avez Magali Agna, bonjour Magali, Florent Manitara, bonjour Florent, Antoine Manitara, bonjour Antoine. Et nous avons installé un petit salon ici dans la forêt avec notre studio et notre équipe. Je voulais aborder avec eux quelques sujets qui reviennent souvent dans vos questions, dans vos préoccupations. Et j'espère que ces partages vous enrichiront. La première question que je voulais nous poser, ou le sujet que je voulais aborder, c'était celui de qu'est-ce qui finalement a été, sans vraiment raconter nos histoires personnelles, parce que ce serait beaucoup trop long, un des éléments déclencheurs qui fait que nous avons entamé une démarche et une recherche consciente d'autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous nous sommes mis en chemin, même si après, en y repensant, bien sûr, nous pouvons, j'imagine, nous tous trouver des éléments, des jalons qui fait qu'en fait, nous étions en recherche déjà depuis longtemps, où nous avions déjà le pressentiment qu'il y avait quelque chose d'autre à ce décor du monde. Et je vais moi-même commencer le partage et après, je vous donnerai la parole. Pour ma part, quand je me revois enfant, adolescent, puisque j'ai rencontré Magali en 1991, j'étais encore un ado, euh, en y repensant qu'elle est un peu le point commun ou le fil conducteur de toutes les expériences que j'ai fait ou de tous les questionnements que j'ai eus, ce qui ressort pour moi, c'est l'impression de ne pas être vu. Je viens pourtant, tu vois, d'un milieu plutôt aisé, plutôt éduqué. J'étais entouré d'éducateurs qui voulaient mon bien, qui voulaient que je réussisse dans mes études ou qui voulaient me stimuler avec de nombreuses expériences. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu une enfance et une jeunesse très très riches humainement, et pourtant, j'avais l'impression que personne ne me voyait et que personne ne voyait mon besoin fondamental, ou au moins que des êtres projetaient sur moi leurs besoins fondamentaux, que je passe des diplômes, que je fasse des études, que j'ai de l'argent, que je réussisse dans mon milieu social ou même que je monte dans l'échelle sociale. C'était un peu le regard qui était posé sur moi. Et donc c'était de l'attention, c'était de la bienveillance, c'était de l'affection, mais ça ne me nourrissait pas ou ça ne regardait pas la bonne partie de moi-même, et j'avais l'impression que toute une partie de moi-même essentielle au cœur de mon être n'était pas regardée, n'était pas vue, n'était pas prise en compte, n'était pas adressée. Et lorsque j'ai rencontré l'enseignement essénien, j'avais donc 16 ans, j'ai commencé comme à tirer le rideau des apparences du monde, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'êtres qui avaient une autre façon de voir le monde et qui était beaucoup plus inclusive, parce qu'elle incluait des plans pas forcément visibles, les choses de la vie intérieure, les émotions, les pensées, les autres règnes de la nature. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça en fait qui me manque et qui fait qu'on ne me voit pas, c'est que dans le fond, moi, je vis comme ça. Pour moi, ma vie intérieure est aussi réelle que ma vie extérieure. Pour moi, le hasard, le temps, le destin, tout ça, c'est présent et c'est vivant. Et j'avais l'impression que personne ne le regardait. Et j'ai eu l'impression de rencontrer des êtres qui regardaient la vie comme moi. Et c'était donc pas une démarche narcissique qui fait que j'avais besoin d'être vu en tant qu'adolescent, que j'avais besoin d'être valorisé, d'être reconnu, d'être apprécié, qui m'aurait fait me sentir mieux. C'est plutôt que lorsque j'ai rencontré Magali, qui était une des premières que j'ai rencontrées comme essénienne,
c'est pas le regard qu'elle a posé sur moi, c'est que elle posait un regard sur la vie qui était le même que moi je posais, ou au moins qui ressemblait énormément. Et j'ai eu vraiment l'impression, pour la première fois, de rencontrer quelqu'un comme moi. Et voilà, je voulais, si je regarde un peu ce qui m'a manqué et ce qui m'a poussé à me mettre en chemin, c'était vraiment l'absence de regard. Alors sur moi-même peut-être, mais même l'œil des adultes qui m'entouraient et qu'ils posaient sur le monde était pour moi vide et creux. Et donc voilà, le regard que posait une Essénienne comme Magali sur le monde ressemblait beaucoup à ce que je vivais moi-même. Et c'est ce qui fait que vraiment je me suis mis en chemin et que j'ai eu la sensation de retrouver ma famille d'âme. Alors Magali, toi, tu peux nous faire un partage à ce sujet, sur ton propre chemin? Alors moi, c'est un peu différent. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une éducation très équilibrée et agréable. Bien au contraire, mon éducation m'a montré que ce n'était pas ce genre de vie que j'avais envie de vivre. Et dès très jeune, j'ai cherché autre chose, d'autres directions puisque cette vie, ne me plaisait pas. Et c'est vrai que, bon, je suis allée un petit peu partout, dans les courants traditionnels, pour finalement préférer être dans l'enseignement du maître à Ivanov, l'enseignement de la fraternité blanche. Heu, à 18 ans, 19 ans, je suis partie faire une retraite en Ariège pour faire une alliance avec un ange qu'on parle aujourd'hui dans la tradition essénienne, qui est un parcours de vie où en fait tu offres ta vie à un monde supérieur. J'étais très jeune, je ne comprenais pas la moitié de ce que je faisais, mais il y a une expérience qui a été fondamentale à ma vie, c'est que quand j'ai fait cette expérience de cette alliance avec l'ange, ce monde m'a montré que j'avais ma part. J'ai vraiment compris que, un monde supérieur était un monde supérieur, mais que moi, en tant qu'humain sur la terre, j'avais une part et je devais œuvrer et faire ma part sur la terre. Et c'est à ce moment-là que ça a été vraiment le moteur de toute ma vie, parce que si on parle de moments essentiels dans sa vie, moi, ça a été, le moteur principal. C'est-à-dire que je savais que je devais faire des choses, que je devais créer, que je devais savoir qui j'étais. Heu, je n'attendais rien d'un autre monde. Je n'attendais pas non plus de circonstances extérieures. J'avais vraiment compris, vraiment dans le concret, que j'avais moi ma part et je devais savoir laquelle était ma part. Et c'est à ce moment-là que j'ai passé énormément de temps dans ma vie à créer, finalement à créer pourquoi? Pour savoir qu'est-ce que je devais créer, quelle était ma part là-dedans et est-ce que je satisfaisais quelque part un monde supérieur par la création de ce que je faisais au quotidien. Donc ça a été pour moi le parcours, le moment de ma vie qui a vraiment défini un petit peu toute l'orientation de ma vie. Après, il y en a eu d'autres moins importants, jusqu'à un dernier, il y a quelques années où, où là j'ai vraiment compris que faire sa part était une chose, mais il ne faut pas oublier de vivre en même temps que quand tu crées dans la vie. Parce que être à la conquête, à la recherche de ce que l'on est tout le temps dans sa vie, c'est bien, c'est important et même nécessaire, mais il ne faut pas oublier d'être dans le goût de la vie et en fait d'être présent dans la création de ta vie. Parce que tu peux vraiment te mettre en création tout le temps et finalement être à côté. Tu te sens utile, tu sens que tu fais des choses bien, tu as le retour des autres qui te dit bah, ce que tu fais est bien, mais finalement toi, là-dedans, est-ce que ton âme vit? Et c'est ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que j'ai eu le rappel de tout ça,
que effectivement j'avais fait des choses dans ma vie intéressantes. Je me suis sentie utile. J'ai un peu compris ma place. J'ai fait des œuvres, mais je n'étais pas en fait totalement investie à cette œuvre. Et aujourd'hui, c'est le sens plus principal de ma vie, où les œuvres, c'est bien, c'est important, puis de toute façon, elles ont été faites. Ce qui est important pour moi, c'est de connaître le sens, le goût de la vie. Quelle est ta place réellement dans la grande respiration de cet univers qui est autour de toi, où il y a la nature, il y a les mondes subtils, il y a les mondes divins, mais toi, en tant que respiration dans cet univers, comment, comment tu le gères, comment tu le vis, et finalement, euh, comment tu peux te nommer à la fin dans tout ce grand espace, ta place par rapport à vraiment toute cette intelligence qui est là, toi, ta part avec les autres, c'est quoi? Et moi, j'en suis là aujourd'hui, et c'est vrai que, bien sûr, ça n'est pas arrivé comme ça, c'est arrivé parce que la mère a amené un langage pour moi qui était le langage qui pouvait toucher mon intériorité, qui avait en fait les clés pour me révéler à ça, à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à la respiration, au goût de la vie, et puis l'interaction que je peux avoir avec toute cette intelligence qu'il y a autour de moi, parce que tu vois, toujours être actif dans la vie, toujours créer dans la vie, c'est bien. Et au bout d'un moment, c'est vrai que tu peux t'évaluer et savoir un peu ce que tu es, mais je pense que à l'âge que j'ai aujourd'hui, même si je ne suis pas encore si vieille que ça, mais j'ai quand même un parcours de vie, je crois que le plus important, c'est, si j'ai un message à dire là, le plus important, c'est, oui, crée ta vie, prends ta place dans la vie, mais n'oublie pas de vivre en même temps, de goûter la vie, d'être présent et de comprendre l'interaction que tu as avec toute cette intelligence qui a été créée par un monde supérieur. Voilà, en tout cas, c'est les étapes importantes de ma vie. Alors, Florent Manitara va partager avec vous son expérience sur ce sujet. Eh bien, comme je l'ai déjà dit dans une autre interview d'ailleurs qu'on avait fait avec Antoine et Magali, moi, mon chemin de recherche, disons, il a été vraiment particulier parce que je n'ai jamais cherché, en fait. Je trouve ça intéressant ce que Guillaume a dit tout à l'heure parce que il a dit que il cherchait à ce qu'il soit vu, pas dans quelque chose donc de narcissique. Mais moi, en fait, petit, c'était vraiment tout le contraire. J'ai cherché à être dans ma bulle. J'ai cherché à me cacher parce que j'avais toujours l'impression que j'étais regardé et épié. Petit, j'avais du mal à être, par exemple, tout seul dans une pièce enfermée. Le silence, je sentais maintenant avec du recul, j'ai bientôt 40 ans, je sentais que le silence était vivant et qu'il était empli. Et comme je n'avais pas de mots pour expliquer ça, ça me faisait peur. Alors il fallait toujours qu'il y ait la porte d'une pièce qui soit ouverte. J'aimais beaucoup la philosophie, j'aimais beaucoup les religions, j'avais un profond respect des traditions anciennes et j'étais toujours intrigué et je me posais beaucoup de questions et en même temps je ne voulais pas trop m'approcher de tout ça et un jour, j'ai rencontré eh bien les Esséniens. Je me souviens très bien de Guillaume qui est venu nous chercher à Montpellier quand je suis venu en vacances chez ma grand-mère qui vivait justement dans le village essénien en France. Mais sans savoir que c'était un village essénien, sans savoir que Guillaume était un Essénien, que Magali était une Essénienne. Et j'ai vécu comme cela pendant des années. Et plus les années passaient, plus j'ai eu
envie de montrer qui j'étais. Donc ce sentiment où je voulais me cacher, où je voulais être enfermé dans ma bulle, il s'est transformé petit à petit à vouloir crier au monde, en fait, mais je suis comme cela, je peux faire ceci. Je pense que beaucoup d'enfants et d'adolescents vivent ça. Parce que moi, quand je suis venu au village essénien pour la première fois, j'avais 11 ans. Donc c'était vraiment à un moment de la vie d'un homme, d'une femme, où petit à petit on entre dans l'adolescence et on a envie de déplacer les montagnes, on a envie de changer le monde. Et toute cette philosophie en moi qui m'animait, une philosophie de la vie, quelque chose de naturel, commençait à prendre de la force. Et c'était cette tradition essénienne qui, dans le cachet, sans même que moi j'en sois vraiment conscient au départ, nourrissait cette ardeur, cet élan en moi, dans mon cœur. Et toi, Antoine, comment ça s'est passé? Alors, pour moi, je dois dire que c'est apparu plutôt jeune, parce que quand je fais le point de ma vie, en fait, je vois que pendant toute une période, j'étais vraiment quelque part dans un repli, parce que tout ce que je voyais à l'extérieur ne me correspondait pas. Et moi, ce qui m'a en fait protégé dans ma jeunesse, c'est que j'étais un amoureux de la nature. Et j'ai toujours vécu, j'ai eu cette chance et cette bénédiction de toujours vivre dans la nature. On avait, avec mes parents, des maisons même reculées où il y avait même presque pas de voisins. Et quand je vois aujourd'hui ma vie, je vois que ça a été une grande protection et que toujours quand ça allait pas, quand j'étais assez jeune, j'allais me protéger dans la nature, me ressourcer et chercher quelque part la communion avec la nature. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'a guidé depuis mon enfance. Et à un moment donné, en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'étais un adolescent et j'ai commencé à me poser des questions existentielles comme beaucoup de gens. Mais c'était vraiment insistant, dans le sens que j'ai commencé à me dire, mais je sais intérieurement que la vie, c'est plus que ça, qu'il y a quelque chose de plus grand, que ce qu'on me propose, c'est pas vraiment ça. Et dans ma famille, on m'orientait vers une carrière, vers des études pour devenir ingénieur, pour avoir, comme tu disais, Guillaume, un certain niveau social. Mon père avait un très bon niveau social et voulait que je sois dans la même orientation que lui. Mais ça a comme justement fait une rébellion. Parce que moi, fondamentalement, à l'intérieur, je ne voulais pas ça et j'aspirais à autre chose. Et je me rappelle très bien, ça s'est produit à un moment particulier, un peu comme un choc. Justement, c'est le contraire de Florent. Moi, ça a été un choc brutal. Et ça a été même une souffrance, c'est-à-dire vers l'âge de 16 ans, j'ai vécu un profond mal-être. Et je me suis dit, non, c'est pas ça que je veux. Je sais que je suis venu sur la terre pour quelque chose, mais je ne sais pas pourquoi. Et ce qui m'a guidé, c'était les anciennes traditions. Et ça a été un peu le démarrage de ma quête. Je me suis intéressé à des traditions anciennes comme l'Égypte, comme les Sumériens, comme les Incas. Et ça a été vraiment comme quelque chose qui m'a poussé à aller chercher dans ce que je ne connaissais pas, ce que je voulais. Et ce que je voulais intérieurement, ce que je savais, ce qui me manquait, c'était comme une plénitude dans ma vie. Que je sentais que, par exemple, le travail, de travailler, ça allait pas m'apporter la plénitude. Que d'avoir une famille, d'avoir une situation sociale, ça n'allait pas m'apporter la plénitude. Donc c'est un peu cette plénitude que je recherchais. Et je me rappelle même avoir commencé à travailler plusieurs fois dans des travails comme être cuisinier, travailler dans du jardinage, des choses comme ça. Et à chaque fois, c'était vide. Et j'avais pas en fait je ressortais de ma journée de travail en étant vide et en ne me sentant pas empli. Donc je savais que j'étais pas plein, que j'avais pas trouvé en fait ce que je cherchais. Merci à chacun de vous pour ce partage. Je pense que
tout le monde va beaucoup apprécier d'avoir une petite fenêtre un peu plus personnelle sur nos parcours. Euh, Ça me rappelle, tu vois, un moment, je me souviens, il y a très 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 longtemps, où nous étions ensemble et pour partager l'enseignement essénien. Et tout d'un coup, j'ai réalisé, j'étais encore vraiment très jeune, mais j'ai réalisé que toutes les personnes qui étaient là, probablement que dans la vie normale, entre guillemets, je, je, je ne serais pas avec. Dans le sens où nous n'avions pas nécessairement les mêmes goûts, des affinités, nous n'étions pas du même milieu social, nous ne partagions pas les mêmes centres d'intérêt. Au niveau de nos tempéraments personnels, nous n'étions pas nécessairement en accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une différence entre la simplicité, les affinités naturelles, et que dans le monde, euh, dans la vie organisée par les hommes, souvent nous suivons une espèce de fil qui est fait comment on pourrait dire, de choses déjà prévues et organisées. Tu vas rencontrer les mêmes genres de personnes. Dans ton travail, tu vas donc avoir un cercle d'amis liés à ton travail. Tu vas dans des vacances, tu vas passer tes vacances dans un lieu qui correspond et tout ça. Et j'ai réalisé que j'adorais ça parce que moi, j'ai été éduqué dans une ambiance très internationale, cosmopolite, ouverte sur d'autres cultures. Et en fait, je le réalise même à un degré encore plus haut, c'est que je me suis rendu compte que j'adorais que ce qui nous rassemble, c'était la passion et l'intérêt pour l'enseignement essénien, et que nous étions, et que chez les Esséniens, tu rencontres absolument tout type de personnes. Que c'est pas un certain milieu social ou un certain type de personne qui vient. Il y a vraiment absolument de tout âge, de toute histoire, de tout goût, et qu'on peut se rassembler au-delà de ce qui est prévu déjà par un certain monde. J'ai vraiment aimé ça. Et beaucoup de gens me disent oui, mais alors vous, c'est facile, vous avez de la chance, vous avez une vie qui vous correspond, qui vous plaît, vous êtes bien, vous êtes, pour Antoine et Magali, ici au Panama, dans la sérénité totale d'un village essénien, dans la zénitude. Euh, mais quand on chemine, c'est pas toujours évident parce que en cours de route, eh bien, nous nous rendons compte que des fois, il y a des dissonances ou des incohérences dans nos vies parce que nous lisons un livre qui nous explique les grandes lois de la sagesse et de la lumière, mais pour autant, dans nos vies quotidiennes, nous ne pouvons pas toujours faire tout ce que nous pensons que nous devrions faire pour incarner, pour vivre, pour être ça. Et c'est pas toujours possible ou on n'est pas rendu là. Et je voulais aborder rapidement ce sujet de comment est-ce que vous avez géré des moments comme ça de votre vie où il a fallu patienter, où il a peut-être fallu renoncer à certains idéaux que vous aviez, de choses que vous aviez compris, que vous aviez lues ou qui étaient comme une perfection, mais que finalement c'était pas à portée de main tout de suite ou que ça n'était finalement pas. Euh, et moi, je vais commencer en partageant avec vous que dans l'enseignement essénien, il y a une série, il y a beaucoup de mouvements corporels qui servent à faire des expériences intérieures. Et il y a une série qui s'appelle la gymnastique des profondeurs. Dans cette série, il y a un mouvement qui s'appelle le vent dans les arbres, dans lequel on ressent des tensions dans le corps et on doit porter notre attention sur les endroits du corps qui sont en tension et les endroits qui sont en détente. Et une des grandes impressions qui ressort de ce mouvement, c'est que si tu vis une tension dans ta vie à un endroit, donc dans ton corps, il faut que l'autre partie du corps soit en détente, parce que sinon, tu vas être entièrement en tension à cause d'une chose de ta vie, et que si tu laisses cette tension se répandre dans toute ta vie, ça devient insupportable et ingérable. Et je me rappelle que en faisant cette pratique, je l'ai vraiment comme intégré comme une sensibilité dans ma vie, en me disant s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, qui ne sont pas comme je voudrais qu'elles soient en tout cas, euh, il faut que je sois capable de aussi placer ma conscience dans ce que j'apprécie dans ma vie, ce que j'ai réussi à faire, ce que je réussis à être, pour ne pas être en permanence concentré sur ce qui ne va pas, sur ce que je devrais améliorer, sur ce que je devrais être. Et moi, par exemple, c'est ce qui m'a énormément aidé à gérer ces moments où tout n'était pas comme je voulais, ou même aujourd'hui. Alors, et toi, Magali, est-ce que tu peux dire à notre audience comment toi tu as vécu ces moments? Je pense que je l'ai vécu comme tout à chacun. C'était pas simple, par exemple, quand j'étais toute jeune devant mes parents,
où je commençais à vouloir être végétarienne et des tas de choses traditionnelles d'un début de cheminement. Mais, mais vois-tu, il y a, c'est la vie. La vie, elle est faite de choix. Et, et en fait, qu'est-ce qui parle le plus à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est la réalité de vouloir, voilà, être conforme à tes valeurs, à ce que tu crois, ou alors tu te plies tout simplement à ce que la vie te propose? Maintenant, j'aurais tendance à dire, tu vois, la vie, c'est toi qui vas la faire, ta vie. Donc, les choix, c'est toi qui dois les prendre. Maintenant, il faut que tu organises ta vie, toi, dans ce que tu veux et ce que tu souhaites vivre. Et ne te prends pas la tête avec les engagements que tu as, les choses avec lesquelles tu es coincé à l'heure actuelle. Je dirais, fais un plan et organise ta vie sans rien mettre en péril. Il faut toujours être dans la sagesse et dans la bienveillance des mondes. Si demain tu souhaites vivre autre chose dans ta vie, organise les choses pour que tout soit mis à sa place et que ce choix de vie, ce soit juste toi et que tu n'engages pas tout un monde avec toi. Et j'ai envie de dire, il n'y a rien d'impossible dans la vie. Il faut juste que ce soit un vrai choix. Et si c'est un vrai choix, tu regardes ta vie, comment elle est constituée au jour d'aujourd'hui, et tu l'organises pour être libre de vivre la vie que tu as envie de vivre. Donc, tu vois, quand Guillaume dit il y a une souplesse et tout ça, oui, inévitablement, il y a une souplesse dans la vie. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de négatif. Tu vas faire de mal à personne. Tu as le droit de faire les choix de ta vie. Simplement, tu dois toujours faire en sorte que tu aies l'approbation de l'extérieur. Et ça, c'est très important. Et comment tu vas avoir l'approbation de l'extérieur? C'est quand tu vas organiser les choses pour que tout le monde soit content. Et à ce moment-là, ta vie, tu l'as fait. Et c'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a pas de formule miracle. Il y a d'abord une conviction claire et déterminée à l'intérieur. Et après, tu regardes, tu fais un bilan, un état des lieux, et tu organises ta vie parce que le but de tout, c'est que tu aies la bénédiction de tout le monde. C'est-à-dire, si demain tu choisis de prendre ce chemin-là, il faut que tu aies la bénédiction. Et comment tu vas l'avoir? C'est quand tu auras organisé la vie pour que personne ne se sente abandonné, personne ne se sente lésé, et que ce soit finalement un projet porté en commun. C'est un peu ce que j'aurais tendance à dire aujourd'hui. Si vraiment tu penses que c'est impossible, eh bien si c'est possible, tu as juste à bien faire les choses et tu pourras vivre et être dans la vie qui te correspond le plus. Alors moi j'ai l'impression que tu parles avec du recul aujourd'hui, avec la maturité, mais est-ce qu'il y a eu des moments de ta vie où justement tu n'avais pas encore ce recul et tu n'avais pas l'approbation de tout le monde pour tes choix et tu as dû... comment est-ce que tu as fait avant d'arriver à ce savoir? Ou alors, tu vois, dans le moment où tu es en transition, où tu n'as pas la bénédiction de tout le monde et tu n'as pas trouvé la manière d'intégrer tout le monde dans ton projet, est-ce que ça t'est arrivé et comment tu as géré? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Alors en fait, paradoxalement, j'ai eu la bénédiction de tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai compris les critères qui étaient importants pour, par exemple, ma famille et la société. Qu'est-ce qui était important pour eux? C'était que j'ai une famille, que j'ai une maison, que j'ai un travail. Et c'est ce que je leur ai offert. C'est-à-dire que j'ai construit une vie traditionnelle. C'est juste les valeurs qui étaient à l'intérieur qui étaient différentes des autres. Mais en fait, je n'ai pas été par exemple comme Antoine avec un désir d'ermitage ou de me sortir de la société. Bien au contraire, j'ai voulu être implantée dans la société. Donc, en fait, j'ai appliqué les codes
de la société. La seule chose que j'ai fait de différent par rapport aux autres, c'était les valeurs et les convictions qui étaient dedans. Donc, en fait, j'ai eu l'approbation de tout le monde. Et je pense que ça peut aussi être un critère pour ceux qui veulent changer de vie. À partir du moment où tu rassures les êtres en montrant que tu ne pars pas au chaos, que tu ne fais pas n'importe quoi, que tu as les pieds sur la terre, que tu as une famille, que tu as une maison, que tu as un job, que tu as une entreprise, que tu as des liens familiaux, je veux dire une vie normale, eh bien, en fait, je veux dire, les gens ne vont pas être contre toi. En fait, les gens vont être contre toi et c'est même, des fois, je le dis, je ne suis pas d'accord avec les êtres qui disent « demain, je vais vers la lumière ». Et en fait, j'abandonne la société, je deviens ermite, je ne mange plus comme ça, je n'ai plus les valeurs de ma famille, j'abandonne tout le monde. À moi, je ne suis pas du tout, mais pas du tout dans ces valeurs-là. Au contraire, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a sa propre conviction comme quelque chose de puissant, n'est pas déconnecté de la réalité de la vie. Bien au contraire, quand tu es vraiment toi-même dans tes convictions, tu peux naviguer dans tous les aspects de la vie. Et je pense que c'est ça, la vraie lumière, c'est-à-dire que tu as un langage universel. Tu es capable de parler avec quelqu'un de lambda, tu es capable de parler avec la société, tu es capable de travailler, tu es capable de parler avec ta famille, de faire des repas de Noël en famille, en étant toi-même ce que tu es sans être dévalorisé. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé. Il ne faut pas être déconnecté, bien sûr. Sinon, déjà, on est isolé, on n'est plus compris, la famille est inquiète, et dans ces cas-là, tu n'as pas l'approbation de ta famille. Moi, j'ai eu l'approbation de tout mon environnement parce que je renvoyais une image qui ne faisait pas peur. Je renvoyais une image de quelqu'un qui avait une vision différente de la vie, mais qui avait une entreprise, qui avait une famille, qui a eu des enfants, qui a eu une maison et en fait une vie traditionnelle. Écoute, je me souviens de moments où j'essayais de faire ça, mais de l'autre côté, de la famille, des amis, des fois, ça nécessite un temps d'adaptation. Tu parlais d'être végétarien. Rien que ça, pour certains, c'est déjà c'est difficile à accepter. À l'époque. Aujourd'hui, c'est comme plus la mode. Mais... Et toi, Florent, c'est intéressant parce qu'on a tellement des parcours différents. Vraiment différents. Ça, ouais. Donc vraiment, ouais. Je n'avais pas de recherche, je n'avais pas de quête spirituelle pendant très très longtemps. Et je trouve ça super intéressant ce côté de l'inquiétude, parce que dans la vie, il y a des choix et il y a un choix. Et quand ce choix unique qui va bouleverser ton existence et ta vie se présente à toi, que tu sens que tu dois faire ce choix, comme je l'ai partagé tout à l'heure, pour moi, ça a été quelque chose de brutal. Pas dans le sens négatif, mais pour certains, pas forcément pour tout le monde évidemment, mais pour certains, ça te saute comme à la figure et puis tu te dis, je peux plus faire semblant. Et la vie te pousse à faire un choix. Et je crois, avec le recul, que souvent quand même, quand ça t'arrive, effectivement, c'est quelque chose qui peut, à l'intérieur de toi, être vécu comme quelque chose de violent. Et c'est là où je rejoins ce que tu dis, Magali, parce que on va réagir bien souvent, et on va réagir d'une manière violente. Et beaucoup qui sont sur un chemin spirituel, ils veulent changer radicalement de vie. Et ils pensent que leur vie et les choix qu'ils ont faits dans le passé ne sont plus les bons, parce que le grand choix de leur existence, disons, se présente à eux, et ils veulent changer de famille, changer de travail, changer de tout au tout. Et tu peux pas renier les choix que tu as faits dans ta vie. Et cette idée de choix, elle est très très importante parce que on doit assumer nos choix. Alors maintenant, pour répondre peut-être un peu plus à ta question, Guillaume, comment on fait justement ? Eh bien,
je pense qu'il ne faut pas faire de concessions pour les individus et pour ceux qui vivent autour de toi. Mais tu dois faire des concessions pour un idéal. Je suis profondément et un très très grand idéaliste. Quand j'étais jeune, justement, il y avait beaucoup d'utopie, mais c'est normal. Et en grandissant et avec les expériences, cette utopie, elle est devenue de plus en plus un idéal, mais un idéal qu'il est possible de vivre, qu'il est possible de goûter et de porter et d'incarner dans notre vie. Et donc, quand tu as trouvé cet idéal, ce que tu veux faire au plus profond, ce qui te passionne, ce qui t'enthousiasme, ce qui t'épanouit, ce qui t'emplit dans ta vie, il n'y a plus de doute, comme tu disais Antoine. Les choix, ils sont faciles à faire. Maintenant, faire un choix qui va changer radicalement ta vie, ça ne veut pas dire oublier et quitter et ne plus reconnaître et assumer tous les choix que tu as faits dans le passé. Et là, je rebondis sur ce que tu as dit parce que il faut que tu planifies ta vie. Tu vois, les crises existentielles, parce que c'est un peu ça aujourd'hui maintenant, tout le monde vit des crises existentielles. C'est des moments que tu vis quand tu es adolescent, quand tu es submergé par des sentiments, quand justement tu es en recherche. Il y a un moment dans ta vie, tu dois être en recherche, tu dois expérimenter plein de choses, tu dois te tromper, tu dois vivre pleinement et intensément beaucoup de choses. Quand tu es triste, tu vas être énormément dans la tristesse. Il faut que tu goûtes ces sentiments. Quand tu es dans la joie, tu dois être excessivement dans la joie. Tu dois faire toutes ces expériences-là et bien sûr que tu vas vivre des crises existentielles qui sont terribles. Mais plus tu grandis, plus tu évolues, plus normalement tu affines ce que tu veux vivre et plus tu vas affiner et comprendre ce que toi-même tu es et ce que tu veux incarner et porter dans le monde. Ça, excuse-moi Florent, c'est comme en théorie, normalement, ça serait comme comment on dit en français, la feuille de route d'un humain, tu vois, parce que tu as tes étapes de construction qui devraient être cohérentes et logiques, parce qu'elles elles correspondent à ta construction intérieure. Le problème de beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est que nous avons vécu des vies dans des mondes qui ne nous ont pas forcément permis d'être à jour dans notre construction intérieure et on arrive à 30, 40, 50, 60, 70, 80 ans en décalage intérieur, tu vois. Et donc, on peut vivre des crises existentielles à 50 ans parce que tout d'un coup, on est à côté de ces pompes et on s'en rend compte juste maintenant à ce point. Donc, bien sûr, toi, c'est pas ton cas forcément, mais tu as nécessairement vécu ces moments de décalage parce que, en tant que grand idéaliste, je confirme, Florent est un grand idéaliste. En tant que grand idéaliste, il y a forcément eu des moments où tu as senti que tu aimerais absolument, tu voulais absolument être à la hauteur de ce que tu envisionnais, mais tu l'étais pas. Comment est-ce que tu as géré ces choses-là? Tu vois, comment tu fais concrètement? Parce que tu as forcément vécu dans des détails peut-être plus particuliers de ta vie, ce que beaucoup de personnes vivent à grande échelle, d'être totalement à côté et puis de se réveiller quoi, tout d'un coup. Bah, en fait, en vous écoutant parler et en regardant à la fois mon expérience et l'expérience de ce que j'ai pu entendre chez d'autres, je vois qu'il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte. Notamment, d'abord, où tu en es dans ta vie, c'est-à-dire à quelle étape tu en es. Moi, lorsque j'ai découvert l'enseignement essénien, j'étais ado, j'avais 18 ans. Donc, c'est pas pareil quand tu as 18 ans, que tu n'as pas encore de travail, tu n'as pas encore de famille, tu n'as pas encore bâti rien dans ta vie, que quand tu as 40 ans, que tu as une famille, des enfants, un crédit, etc. Je pense qu'en fait, il y a ça, mais il y a aussi ton entourage, en fait. Le climat familial, le climat social dans lequel tu es peut varier énormément en fonction des familles, en fonction même du pays dans lequel tu es, de ce qui est accepté, de ce qui n'est pas accepté. Donc, je ne pense pas qu'il y a de situation qui soit, comment dire, absolue. Mais je pense que pour chacun, on va vivre une expérience un peu différente. Mais comme l'ont dit Guillaume, Magali, Florent, il y a quand même des clés, il y a quand même des attitudes qui sont essentielles.
comme, par exemple, pour l'aspect de la famille, moi, je l'ai vécu tout simplement, tout naturellement, dans le sens que c'était authentique, c'était simple, c'est-à-dire je me suis engagé sur un chemin, mon engagement était sincère, il était vrai, il était authentique, il n'était pas en contradiction avec les valeurs de ma famille, de mon entourage, de mes amis. Je n'ai pas coupé les ponts avec personne, je n'ai pas, même si j'en avais envie, je ne suis pas devenu un ermite. Et pour l'avoir vécu, parce que je me rappelle encore être avec mes amis et avoir totalement changé parce que je commençais à arrêter l'alcool, devenir végétarien et toutes ces choses-là, et être avec mes amis dans des soirées où il y avait de l'alcool, il y avait des choses, et moi ne buvant pas et étant quelque part un ovni dans tout ça, pour eux, un extraterrestre. Mais il y avait le respect. Il y avait le respect entre nous. Et je me rappelle toujours, même avec mon père, ma mère, ma famille, il y avait toujours le respect. Il y avait le respect de leurs choix et il y avait le respect de mes choix. Donc, quand il y a le respect, il n'y a pas de problème. Chacun est libre d'avancer sur son chemin, chacun est libre de faire ses choix et d'être en accord avec la vie qu'il décide d'avoir. Après, moi, pour l'avoir vécu, parce que j'ai été jeune et je me suis dit, mais voilà, entre l'idéal de la vie d'un Essénien, la vie parfaite d'un Essénien, comme l'enseignement en parle, où il y a comme un espèce d'idéal de perfection, et ce que je vis aujourd'hui, il y a tout un parcours. Et ce que j'ai compris, c'est que, comme a dit Florent, les choses, ça prend du temps. Et tu dois juste avoir un objectif et t'organiser. Ça rejoint un peu en fait tout ce que vous avez dit, parce que finalement, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux vivre quelque chose, tu dois juste mettre en place les choses dans ta vie qui vont te permettre de l'atteindre sans faire de dégâts, sans comment dire, faire des vagues autour de toi, mais juste en étant concret, en étant clair. Moi, je me rappelle très bien, mon idéal, mon premier idéal, c'était de vivre dans un village essénien. Et concrètement, je devais organiser ma vie. Donc, j'ai trouvé un travail, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. J'ai organisé les choses pour pouvoir vivre cet idéal. Et voilà, moi je pense qu'en fait, en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le vis. C'est une vision que j'ai pour ma vie intérieure où je sais là où je veux aller et je sais que ça va prendre du temps. Mais je sais que si je veux y arriver, ça ne va pas se faire tout seul. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant, aujourd'hui, pour m'organiser? Comme a dit Magali, je pense que tu peux presque tout faire dans ta vie si tu t'organises, si tu décides de créer ta vie. Et je me rappelle très bien à un moment donné de ma vie, être dans un état où je me voyais étant passif. Et je voyais que du coup, esclave du destin dans cette situation-là. Et quelques années après, avoir compris cette sagesse que dans la vie, il ne faut pas être passif, il faut être actif et il faut créer ta vie. Et là, en fait, tout devient simple, je dirais. Donc voilà, j'espère que ce petit moment passé avec nous se fera en grand dans votre vie et que vous rapprocherez vous-même de votre idéal de vie. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo pour améliorer le référencement. Merci à chacun de vous. Merci à l'équipe d'avoir déplacé ce salon et tout le matériel au milieu de nulle part. Et puis à bientôt pour d'autres partages. Merci. Merci. Merci.